Ok, merci. Merci beaucoup à Mokhtar et à l'échevine et bourgmestre, et l'adjoint au bourgmestre, Lydia Moutiébele Ngoy, des propos introductifs. Donc, je suis Vioanou Niasounou. Je vais essayer, on m'a donné comme instruction de faire très court. On va essayer quand même d'avoir quelque chose de consistant dans ce temps relativement court qui nous reste. Et je remercie les panélistes qui ont pu faire le déplacement. J'ai compris qu'il y aurait peut-être une vidéo du président de la BADEA. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. On va commencer nos échanges. Si jamais cette vidéo vient après, on pourra la projeter. Alors, nous avons donc 3 panélistes présents. Nous avons de la SFI, de la Société financière internationale, Madame Paramita Dasgupta, qui est basée à Nairobi et qui est Manager for Country Advisory and Economics for Eastern and Southern Africa. And you have been with the World Bank for 20 years now, so I get you are coming to us with a lot of knowledge and experience that you will be able to share with us on this. Nous avons également l'ambassadeur Cheikh Al-Mustafa Kouyaté, qui est l'ambassadeur représentant spécial du président du Libéria et qui est un conseiller du président et qui est aussi donc, président nouvellement élu, qui a pris ses fonctions il y a juste quelques mois. Et donc, je pense qu'il est important qu'il soit aussi avec nous pour échanger avec nous sur les perspectives du nouveau gouvernement, de l'administration, mais également des États africains. On a parlé de démocratie, mais comment est-ce qu'on arrive à continuer une politique ou à renouveler une politique lorsqu'il y a une transmission de pouvoir et d'administration. Et le troisième panéliste est une personne qui a beaucoup d'expérience en termes d'action parlementaire, mais également d'investissement. Puisqu'il a été dans les parlements au niveau régional et au niveau fédéral, mais également intervient dans l'investissement au niveau régional. Donc, quand on parle de corridor, quand on parle de transformation économique, je pense que M. Richard Miller, qui a été aussi conseiller spécial de Louis Michel dans ses différentes fonctions, pourra également nous apporter, puisque c'est aussi quelqu'un qui est ouvert sur l'Afrique et sur l'extérieur. J'aimerais commencer par peut-être quelque chose que le ministre Tavares avait dit tout à l'heure, et qui est une chose qui, moi, toujours me chagrine. Et c'est dommage que l'ambassadeur Awad soit parti. Parce que le ministre Tavares a dit « l'Afrique est devenue la fiancée du monde ». Les sommets Turquie-Afrique, Russie-Afrique, Union européenne-Afrique. Mais qui nous oblige à y aller? Nous y courons tous en rang dispersé, à part peut-être l'expérience que je connais du sommet UE-UA, où il y a une préparation, où il y a tout... Mais tous les autres sommets, chaque chef d'État quitte son pays dans son avion. Et en fait, c'est une course à l'abîme. On va se montrer justement comme étant le plus beau, la plus belle, pour essayer d'obtenir le maximum d'investissement pour son pays. C'est ce que moi j'appelle la course à l'abîme. Il n'y a pas de consultation. Donc, comment est-ce que vous voulez que les autres vous prennent au sérieux si vous agissez comme tel? C'est dommage parce que, pour une fois, l'Union africaine, si je dis pour une fois à dessein, avait pris de bonnes décisions en disant mais pour ce genre de sommet, on ne va plus à 54 ou à 55. On y va, on envoie quelques chefs d'État qui représentent les régions, et puis les autres délégations accompagnent. Mais cela n'a jamais été suivi dans les lettres. Donc, ouais, on ne se donne pas l'occasion d'être pris au sérieux. Et moi, je suis de ceux qui ne blâment pas les autres pour nos propres, comme on dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, quand on en arrive là, on a aujourd'hui une opportunité qui est celle de la zone de libre-échange continentale. Je pense que c'est un peu autour de ça qu'on va avoir le débat aujourd'hui. Je vais commencer par la Société financière internationale. Comment est-ce que dans les projets que vous soutenez, puisque vous travaillez surtout avec le secteur privé, comment est-ce que dans les projets que vous soutenez, aujourd'hui la SFI prend en considération cette dimension, on l'a dit, de pouvoir construire localement et de pouvoir répondre aux besoins au niveau local? On a parlé des minéraux critiques. Est-ce qu'aujourd'hui, quand la SFI définit son programme pluriannuel et reçoit les demandes d'intervention des différents acteurs, est-ce que vous prenez en compte ces dimensions nécessaires de construire cette zone de libre-échange et d'avoir cet échange au niveau continental? Thank you very much.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Your Excellency, pleasure to be here and delighted that the organizers invited the IFC to join this very distinguished panel to really focus a little bit more on the effective implementation of the African Continental Free Trade Agreement. So I think what I have to say on behalf of IFC follows nicely with what we just heard from Business Africa as well as the Deputy Mayor of Brussels. One is that it's still very early days for the African CFTA. However, we are all very clear on one thing, is that the benefits for Africa from the trade agreement is very clear. When it is effected, when it is implemented, it is expected to add about $450 billion of income to Africa. It's expected to increase intra-African trade by about 80% and really create the kind of jobs for youth that we've been hearing about all morning. I'll try and be brief because we are running a little behind time and we're keeping all of you away from lunch, but I'd like to share at least 3-4 points that we think at IFC is going to be critical for Africa to be able to reap the benefits of free trade as laid out in the very powerful agreement that has been forged, but a lot of the negotiations are still underway to implement it. So for us at IFC, we are not only talking about this in terms of speaking to our shareholders, the governments across the African continent, the private sector, various other stakeholders on just talking about what needs to be done, but we're actually leading from the front by providing advice and financing to both the private sector in Africa. So 3 points that we wanted to raise is that for the African CFTA to be really effective, we really need to focus on 3 things. One is we've been hearing all morning about the power of partnerships. And I think the role of the private sector is going to be extremely important, just building on the example we just heard about critical minerals. That's just one example, but there are 4 value chains that we are looking at very closely across Africa. One is agriculture, second is manufacturing, with a focus on certain parts of manufacturing where Africa has the comparative advantage to go much deeper into expanding its local and regional value add, automotive in particular, and a lot of potential that we see in healthcare, especially around pharmaceuticals. And then finally around trade and logistics and just the importance of critical infrastructure. So one very important factor that we'd like to highlight is that it's important for the governments across Africa and the private sector to work extremely closely together, forge a mutually beneficial relationship. One, not just the private sector across Africa, bringing them together in a structured conversation with the governments, and the African CFTA Secretariat can play an important role. As IFC, we'll be happy to facilitate and support that process in any way. But not just the businesses that exist in the region, but also the African diaspora-led businesses outside of the continent. We need to leverage and tap into their collective expertise, their skills, the technologies they have access to, the networks that they have, and even the financing that they can make available, because many of them are very keen to participate in this process and return and support the development of opportunities in the continent of their origin. So one is about the public-private partnerships, both within the continent and diaspora-led businesses. The second one is, I think, just building on the critical minerals example, is that a lot more local, regional value added needs to happen in Africa. And for that, there is, of course, lots of building blocks around the enabling environment that need to be put in place in the right kinds of skills, the right kind of infrastructure, the right kinds of investment policies, intellectual property rights. And those are issues that we are seeing several countries in the continent already starting to be very cognizant of. Whether it's in the fertilizer sector in West Africa and Nigeria, which is also trying to be a chemicals manufacturing hub in Senegal. A lot of fertilizer blending hubs that we are seeing in Kenya, around food, oilseeds, cereals, much more deepening value chains in East Africa, whether it's in Uganda, Tanzania, as well as Kenya. We're seeing a lot more desire to develop its own manufacturing in pharmaceuticals and vaccines and medical devices. And there is an ongoing initiative we have in South Africa and Kenya in stepping that forward. So there's a lot more local regional value chain. I think I was based in Singapore for about 9 years. I worked very extensively in East Asia. And I think the examples that were shared from Indonesia, it's not always a black and white story. There are lots of
There are lots of layers to it, but I think this whole idea of moving away from just mining away your raw materials to foreign countries, rather putting rules in place where you can basically refine and process, and lead to secondary industries in your own countries. Not everybody needs to be the manufacturer of an electric vehicle. An electric vehicle is a very complex supply chain. Even the battery is the main component, in an electric vehicle value chain. And the battery itself has many components. And let's say DRC, with the resources it has, could be an anode supplier, could be a hub for anode, which is a very important component of the battery itself. So you don't have to make the ultimate car, but you can be a biggest player around the world on one of the important pieces. So identifying those comparative advantages where that country has the best story to tell, but is not being able to tap, for us to unpack those issues and understand what's holding it back is going to be very important. And then finally, I think for trade, for CFTA, connectivity, transport, core infrastructure, not just infrastructure which is around cement and steel, in terms of actual assets of ports and renewable energy, clean energy. It's not only the access, but the affordability and quality and the reliability, which is what will ensure that there's actually manufacturing capabilities in the region. IFC, again, has been very active, not only in the physical infrastructure, but I think we've also heard in the earlier sessions the importance of the soft infrastructure, which has to do with skills, has to do with digital tools, bringing in innovation and new ways of doing business. So I think, we stand ready to be doing more as IFC. We're basically supporting a number of pilots, a number of transformations to show where this regional, local value added is possible. We're putting our money where our mouth is. We're trying to invest in African businesses which are extending into extremely new, innovative areas which were not being harnessed earlier, and now moving away from increasing the amount of local content that is being generated in the continent. So, thank you. Thank you. Yes, Ambassador Kouyaté, the CFTA can only be a success if every country plays part. As a country, how prepared is Liberia to bring its own contribution? If we think about the local content, for example, in your policies, what are the policies that you are envisaging or putting in place to play your part in making this continental project a success? Thank you very much. Liberia, under the visionary leadership of President Joseph Boakai, recognizes the importance of mobilizing resources and leveraging its expertise to support the implementation of the African Continental Free Trade Area. Through targeted initiatives and policies, Liberia is committed to maximizing the benefits of this historic agreement, ensuring that all segments of society have the opportunity to thrive in the new era of African prosperity. Our government that just took over from our former President George Manuia is a government that is committed to industrialization. Our president, during the election, he made 3 statements: think Liberia, love Liberia, build Liberia. In order to think Liberia, love Liberia, and build Liberia, he has a checkpoint that we call ARREST, which is an agenda of our government: agriculture, reconstruction, rule of law, education, sanitation, and tourism. Our president, His Excellency Joseph Boakai, who should have been here today, whom I represent here today, he made it very clear that Africa will not move forward if Africans don't take responsibility of their own problems. In Africa, most countries are more focused on importing rice to Africa when Africa has a very good soil to produce our own food. In Africa, every African country is importing steel. Like my dear brother Ba just stated, Liberia has one of the areas or mountain where we have huge deposits of iron ore. No Liberian can say that there is an industry that produces steel in Liberia. We signed in 1920 an agreement for rubber plantation to Firestone.
My uncle worked on a plantation for 60 good years as a tapas, and I was going to school as a nephew of a tapas. From that time up to this year, 2024, Liberia cannot boast that she has of industry in that rubber industry where we produce tires or whether we produce rubber or plastic, whatever. Africa's story today, from this summit, I do agree that Africa is at a crossroad. But Africa will remain at a crossroad as long as Africans themselves don't realize their potential. Today, most leaders who are empowered, that remains in power for a longer time, they remain in power because of an agreement by those who come in the name of exploration, but I do know it's exploitation. How can you have mountain of iron ore? How can you have the best gold in the world? How can you have the world reserve, 30% world reserve in the continent, and yet referred to as a poor continent? Africa has abundant water, like my country, Liberia, one of the oldest countries in Africa, I would say in the world. One of the countries in the world that chose a woman as a president democratically, Madam Ellen Johnson Sirleaf. One of the countries in the world that is known as the land of liberty, the only nation in the world that was chosen as a safe haven for former slaves or free slaves. Today, Liberia, who's got independence in 1847, doesn't have access to electricity, doesn't have access to safe drinking water. We have rivers everywhere. Has to import 95% of commodities consumed by its people who have fertile soil. But every time we have new government, we have new investors. Today we are here in Brussels discussing the issue of Africa. Why are we not in Africa discussing the Africa problem? Today we are in Brussels. We're speaking as Anglophone, Francophone, Aragophone, whatever phone. When are we going to speak as African? We never understand our own language, but we understand the language of others. Our natural resources are not utilized in our nation or in our continent, but they are utilized in other places. When we go there, we become strangers. When you look around, you realize that African children, African youth are committing suicide almost every day, crossing the Atlantic Ocean, coming to Europe. Not because there's no rice in Africa, not because there's no mineral in Africa, because they have been deprived of opportunity. I do believe that this should be a call to the European Union, to the Americans, to the Asians, to Africans in the diaspora. Today, when you look at the Parliament of Europe, like in Brussels, you realize that many of the parliamentarians are Africans. But when Europeans are supporting leaders in Africa, they don't choose the right minds. They choose the wrong minds, some of whom remain empowered for 30 years, 40 years, and you receive them, roll red carpet for them, because they open a way for them to exploit Africa. I'm happy today that Africa has waken up. Today, we have had what is called Peuple d'État in Senegal, where we have Comrade Bassirou Faye now as a new president for the 4 years man. And I know a few years back, we were crying here that there's coup d'etat in Guinea. But what happened in Guinea was never a coup d'etat. It was a peuple d'etat. It was a man who did a coup d'etat of democracy. A coup d'etat against democracy. He was accepted by the international community. He was accepted by the European Union. He was accepted by the African Union. He was accepted by the European Union, by United Nations. But they didn't understand that the common people of Guinea were suffering. Similarly in Mali, similarly in Burkina Faso, likewise in Niger, likewise in Gabon. How can Africa move forward when Africa is unable to utilize our own natural resources? Our government, under the leadership of President Joseph Nyeoma Boakai, has made it very clear that we will ensure to have amendment of all of the contracts that have been signed by previous government. We are not canceling contracts, but we make sure that every concession agreement for iron ore will ensure that 30% of our natural resources are industrialized in our country. We also ensure that under the leadership of our president, that agriculture will be prioritized,
Liberia, in the next 3 to 4 years' time, will not encourage, not give lessons to anyone to input rice, but we will encourage investors to come and have partnership with Africans, with Liberians, so that we can grow what we consume. That is where dignity lies. Furthermore, our president is saying we have one of the best gold in the world, but we do not have gold refinery. Liberia is not even on the stock exchange for gold. And our gold is one of the best. Our leader is saying that honest leadership will ensure to have a gold refinery where we can have a bullion bank. Liberia will not be going to collect grant from people or donation or be taking loan. It's unnecessary. Africa has credits from herself. When you look at the safer countries, the Francophone countries, they give money to, their bank is being controlled by France. Then the same bank, the same France that is keeping the money, will borrow them their own money. How do you expect Africa to move forward when your knees are on our neck? How do you expect Africa to move forward when we don't agree for us to even produce our own food to feed ourselves? How do you expect for Africa to move forward? You don't allow us to industrialize, to utilize our own resources. But you all clap for us when we sign contracts of millions and billions where we are transporting minerals from Africa to Europe, to Asia, the Middle East, and America. You call it a good deal. What is a good deal when ordinary people are suffering? What is a good deal when African children do not have access to safe drinking water? What is a good deal when Africans don't have access to quality education? What is a good deal when Africans don't have access to electricity? That is why I always say that Africa, we Africans, we exist, we are not living. Thank you, Ambassador. Thank you so much. I think your call or your vibrant appeal was clearly heard, loud and clear. Avant de passer la parole à M. Miller, j'ai reconnu dans la salle un ami qui représente l'institution onusienne en charge de l'industrialisation. Donc, tout à l'heure, je vais quand même le taquiner un peu pour qu'il puisse aussi apporter sa vision sur comment est-ce qu'il pense que, j'allais dire, la communauté internationale peut accompagner ce mouvement de la zone de libre-échange continentale africaine, puisque ce que nous disons ici, c'est l'Afrique aux Africains, mais ça a été dit tantôt, mais l'Afrique ne se ferme pas. L'Afrique reste ouverte au partenariat et accepte bien volontiers les accompagnements qui lui sont bénéfiques et qu'elle pense être nécessaires. Donc, sur la même lancée, M. Miller, vous qui avez été donc, dans cette logique aussi d'investissement au niveau régional, local, vous avez entendu, je le répète encore, l'Afrique aux Africains, mais comment est-ce que donc, vous pensez qu'aujourd'hui, dans une logique partenariale, on peut accompagner l'Afrique avec des investissements? Quel type d'investissement, éventuellement, pensez-vous qu'on peut aider l'Afrique à avoir et quel type d'accompagnement on peut mettre à disposition? Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à ce panel. Je dois juste préciser que je remplace ici Pierre-Yves Géolet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui ne pouvait pas être des nôtres parce que, tout simplement, il a quelques problèmes politiques pour l'instant. Et donc, voilà, je suis expert à son cabinet pour tout ce qui concerne la francophonie internationale et l'Union européenne. Et cela a été dit aussi tout à l'heure, je suis un ancien proche collaborateur de Louis Michel. Et j'ai pu, il y a quelques années, être le co-auteur d'un projet panafricain libéral. Alors, je vais essayer de rester attaché aux 3 thèmes qui étaient à l'ordre du jour de ce panel. Je n'aurai pas la fougue tout à fait compréhensible de mon voisin, mais n'empêche que je vais essayer quand même, parce que vous connaissez, là, dans cette salle, vous connaissez certainement beaucoup mieux que moi les réalités africaines, mais je vais quand même essayer de donner un point de vue, peut-être à partir du continent européen. Alors, premier constat, on parle beaucoup et on envisage tous, je suppose, dans cette salle et à travers les occupations qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, on met toujours en avant le concept du win-win. Un accord win-win entre, par exemple, l'Union européenne et l'Afrique.
C'est un beau concept, hein, le win-win. Mais quand on regarde un peu l'histoire, ça a toujours été du win pour l'Europe, jamais pour l'Afrique, ou très rarement pour l'Afrique. Et donc, il y a un constat qui doit être fait, c'est qu'aujourd'hui, si on sent que les lignes bougent, comme on dit, si on sent que quelque chose se met en place et tend à se développer, je crois que c'est dû notamment à ce qui est à l'ordre du jour du présent panel, à savoir cette zone de libre-échange entre les différents États africains. Madame l'a très très bien abordé au point de vue économique. Je sais, on va me dire que ce n'est pas parfait. Je sais, vous l'avez dit tout à l'heure, que les différents États continuent à se présenter tous en nombre quand il y a une réunion internationale. Je vais vous dire que ça ne surprend pas le Belge que je suis, puisque quand il y a une réunion internationale, il y a une dizaine de ministres belges pour le même sujet qui sont présents. Donc voilà, c'est une faiblesse de l'être humain. Je sais que ça prend du temps. Mais est-ce que l'Union européenne est arrivée rapidement à la construction de l'Union européenne ? Il a fallu des siècles de souffrance, il a fallu des siècles de misère, il a fallu même, durant le siècle dernier, 2 guerres mondiales. Des guerres que l'Europe a d'ailleurs exportées sur le territoire africain pour arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui et qui tente d'être un modèle de démocratie, à la fois pour le territoire européen, mais aussi dans les relations avec les autres pays. Donc, je crois, vous me permettrez aux philosophes, j'ai une formation de philosophe que je suis, d'utiliser une image empruntée à la philosophie. Je pense que ce qui se joue actuellement à travers ce projet de zone de libre-échange, à travers le continent africain, on peut l'appeler ça une révolution kantienne. C'est une révolution de type kantien. Ça peut tout changer, ça peut tout modifier. Ça peut notamment apporter aussi des réponses aux débats qui ont été évoqués ce matin, débats essentiels sur les démocraties, le peu de démocratie dans peu d'États à travers le continent africain. Mais s'il y a un mouvement panafricain qui se met en place, qui peut se développer, qui peut s'appuyer sur des exemples de démocratie déjà bien avancés, et il y a eu de très beaux exemples qui ont été donnés ce matin, je pense que les choses peuvent évoluer. Alors ça ne veut pas dire, quand on parle d'une zone de libre-échange sur le continent africain, ça ne veut pas dire que les Africains devraient faire uniquement du marché entre eux. Non. À l'heure de la mondialisation, c'est impossible, ça n'aurait aucun sens. Il faut pouvoir discuter avec les grands marchés économiques. Mais il y a une différence entre être en mesure de pouvoir discuter, de viser du win-win avec les grands marchés internationaux que sont l'Union européenne, les États-Unis, d'autres, etc., en étant en position, je ne vais pas dire de force, mais en tout cas en position d'égal à égal, et de ne pas être toujours dans la position de celui qui est en dessous de la table. Donc, je trouve que ce qui est occupé de se jouer avec la naissance de cette zone de libre-échange depuis 2018 vaut la peine d'attirer vers ce projet l'ensemble des énergies et des intelligences qui sont à l'œuvre dans les différents États africains aujourd'hui. Il y a une faiblesse en termes d'État. Il n'y a pas assez d'États. C'est un libéral qui vous le dit, parce que tout simplement, nous avons une histoire où notre État, l'État européen, tend à s'occuper de tout, etc. C'est ça le problème en Afrique, c'est que l'État ne s'occupe pas suffisamment, peut-être, des populations et des missions à remplir, des missions essentielles. Et au rang de celle-ci, une des toutes premières, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est la formation. C'est donner à l'ensemble des jeunes filles, des jeunes garçons, la capacité d'utiliser, je vais utiliser un terme qui peut peut-être paraître banal, leur intelligence. Et je vous renvoie encore parce que la philosophie, c'est important parce que ça lance des idées. Et quand les idées ne sont pas bonnes, il n'empêche que les idées circulent quand même. Un grand philosophe allemand, Hegel, au début du XIXe siècle, a écrit un livre sur la philosophie de l'histoire du monde. Il a consacré 24 pages de son livre à démontrer que l'Afrique n'avait pas l'intelligence, que les Africains n'étaient pas intelligents, et que c'était pour ça qu'ils ne participaient pas à
au développement de l'histoire du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien, moi, franchement, je trouve que Hegel était un Allemand. Quelques décennies plus tard, rappelons que c'est à Berlin que l'Afrique a été découpée, alors qu'il n'y avait même pas un Africain autour de la table pour en discuter. Donc voilà, c'est l'histoire du colonialisme. Je trouve que maintenant, en étant attentif justement à pouvoir développer une coopération entre les États africains, des États qui seront également tenus, ça a été aussi souligné tout à l'heure par vous, le fait que quand vous vous rencontrez entre chefs d'État africains, vous pouvez vous dire des choses et vous pouvez arriver à dire telle et telle mission est importante. Eh bien, une des missions essentielles, c'est l'éducation, c'est l'enseignement, c'est la formation. Pourquoi? Parce que le monde a changé. Et l'Européen que je suis et qui parle devant vous aujourd'hui, il constate tout comme vous qu'à l'heure actuelle, l'économie, la production économique n'est plus du tout la même de celle d'il y a 50 ans, 100 ans, voire même 20 ans. Tout a changé avec les mutations technologiques. Et ce sont des mutations technologiques qui ont besoin, justement, en plus, des matériaux, des métaux rares dont il a été question tout à l'heure. L'Afrique a donc des éléments en main. Elle a des atouts qu'elle peut faire valoir. Il faut simplement que il faut simplement, le simplement est venu peut-être un peu trop facilement dans ma bouche. Il faut que les États arrivent à discuter, à mettre en place des structures intra-africaines qui leur permettent d'utiliser au mieux les atouts qui sont les leurs. Parce que l'avenir, l'avenir de l'Afrique, peut-être également tout simplement l'espoir que l'on peut enfin avoir dans un continent qui a été tellement pillé, qui a été tellement écrasé. L'avenir qu'on peut avoir, l'espoir que l'on peut avoir, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, je reprends mon mot de tout à l'heure, c'est elle qui détient l'intelligence. Mais il faut lui donner les moyens et les outils de développer cette intelligence. Aujourd'hui, vous le savez, les économies, elles peuvent se développer pratiquement un peu partout dans le monde grâce aux outils numériques, aux outils informatiques, etc. Mais il faut que la formation suive. Il faut que cela puisse être fait. Et donc, j'insiste beaucoup sur je termine par là, en utilisant un exemple que je connais mieux, parce que c'est mon métier, c'est tout ce qui concerne les industries culturelles. Alors, je ne vais pas insister sur le rôle de la diaspora, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est évidemment un outil essentiel. Mais pour travailler dans le domaine de tout ce que l'on appelle les industries culturelles, dans tout ce qui concerne le numérique, le digital, tous ces enjeux qui sont aussi des défis pour le continent européen, pour l'Occident en général. Pour faire ça, il doit y avoir, et c'est ma façon de vous répondre, il y a tout un ensemble de petits canaux qui existent. Il y a tout un ensemble de moyens où l'on peut connecter les jeunes Africains à ce qui est occupé de pouvoir se faire. Prendre un exemple, vous allez me dire, c'est un exemple un peu facile, c'est le cinéma. Bon, le cinéma, qu'est-ce que c'est? Aller voir un film pour se divertir le soir. C'est pas ça du tout, le cinéma. C'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. Le cinéma, c'est une des industries. Je vous signale que le cinéma, c'est le deuxième puissance économique du PIB américain, hein. Ce n'est pas rien, parce que quand vous avez une production cinématographique qui peut traverser les frontières, vous avez besoin de gens pour réaliser les films, vous avez besoin de menuisiers, de charpentiers, d'électriciens, de tous les appareils numériques disponibles aujourd'hui, etc., etc. Donc c'est un exemple, et l'Afrique a quand même déjà quelques beaux succès dans le domaine. Eh bien, pourquoi ne pas utiliser, que ce soit en Belgique, que ce soit en France ou dans d'autres pays, les outils qui existent déjà pour essayer d'initier les jeunes Européens à ce type de créativité, en obligeant ces institutions, ces organismes à accueillir des étudiants étrangers africains, en les obligeant à avoir des quotas. Parce qu'on parle beaucoup du combat des femmes, que je respecte entièrement, mais le combat des femmes a terriblement progressé dans les démocraties, notamment européennes, notamment en Belgique, parce qu'il y a eu des quotas qui ont été imposés. Eh bien, pourquoi ne pas faire la même chose dans tous des mécanismes de formation et d'apprentissage, avec des investissements possibles
dans des industries culturelles, des industries d'avenir. Et donc, voilà, chers amis, le message que je vous délivre, notamment au nom du ministre-président, mais vous avez bien compris que sans avoir la fougue de mon voisin, je suis aussi très convaincu de la nécessité pour l'Afrique. Merci. Non, merci. Merci beaucoup. Vous avez parlé de solutions win-win et vous avez parlé aussi effectivement d'identifier les chaînes de valeur qui sont déjà prêtes à être exploitées. Je reviens un peu sur la note introductive que Mokhtar Ba a faite concernant les matériaux critiques. Aujourd'hui, ça a été dit également en introduction, l'Europe, et c'est tout à fait son droit, noue des partenariats pour pouvoir avoir accès à ces matériaux critiques. Comment est-ce que, quand on parle de développement de chaînes de valeur, par exemple, tel que ça a été présenté dans la note introductive, comment est-ce que dans la zone de libre-échange continentale africaine, on peut utiliser ce cadre pour aider, parce que ce n'est peut-être pas seulement au niveau d'un pays, au niveau d'un État qu'on peut développer ces chaînes de valeur, mais comment est-ce qu'au niveau du continent, au niveau d'une région, on peut mettre en place ces chaînes de valeur et comment est-ce qu'on les accompagne? Parce qu'au-delà de l'idée de l'élan politique ou de l'élan économique, il faut qu'il y ait des structures de financement adaptées. Est-ce qu'on va devoir forcément se retourner vers des institutions internationales comme la Banque mondiale, en rappelant que le projet INGA 3, qui est dans les cartons depuis des décennies, n'a pas avancé parce que nous n'avons pas été capables, en tant qu'Africains, de mettre l'argent nous-mêmes sur la table, on doit aller chercher ailleurs, et ce n'est pas forcément dans l'intérêt des autres de nous accompagner dans ces projets-là. De la même façon, ce ne sera pas forcément dans l'intérêt, malgré le partenariat, et si on doit se parler franc. Nous, les informations qu'on a aujourd'hui, c'est que l'Europe a mis énormément de ressources sur la table pour développer la recherche, pour trouver des alternatives aux matériaux critiques dont elle a besoin aujourd'hui pour son industrie. Et ça ne va pas tarder. Dans 15, 20 ans, peut-être 30 ans, on n'aura peut-être plus besoin de nos matériaux. Et nous serons toujours là avec un accord signé avec l'Europe qui nous donne accès parce qu'on n'aura pas fait ce qu'il faut en termes de recherche. Est-ce que nous, les Africains, aujourd'hui, on est préparés à faire le travail, à développer entre nous ces chaînes de valeur-là? Je ne sais pas, moi je peux faire... Si Mokhtar peut peut-être prendre la parole, parce qu'il est aussi financier, il travaille dans la finance aussi, il travaille avec les institutions financières sur le continent. Comment est-ce que le continent lui-même se prend en charge au niveau financier pour pouvoir développer ces chaînes de valeur et faire en sorte que la zone de libre-échange continentale soit totalement utilisée avec les potentiels que ça offre pour construire des chaînes de valeur au niveau interétatique et au niveau régional? Et de la même façon, pendant qu'il répond, peut-être que je reviendrai à la SFI aussi pour pouvoir voir comment est-ce que vous accompagnez cela, comment est-ce que cette zone de libre-échange, ce paradigme-là, change la façon dont vous travaillez et qui sont vos interlocuteurs. Parce que est-ce que vous avez l'habitude de parler avec des États et le secteur privé, mais est-ce qu'aujourd'hui vous parlez avec des institutions régionales qui ont plus ce mandat de développer des chaînes de valeur au-delà des pays et qui rentrent plus dans le cadre de la zone de libre-échange continentale? Merci pour la question. Bon, encore une fois, bon, je viens dans le secteur des banques et finances, bien sûr, mais je ne vous ai pas donné tout à l'heure aussi des statistiques concernant le Critical Raw Material Act. Alors, selon cet acte, 10%, minimum 10% des métaux critiques que l'Union européenne a besoin doivent être, d'ici 2030, minés en Europe. Et les pays scandinaves, comme la Suède et la Finlande, sont très bien en route pour certains métaux critiques. Mais ce qui est encore plus important, minimum 15%, cela veut dire entre 15 et 25% des métaux stratégiques que l'industrie Union européenne a besoin doivent être recyclés. Cela veut dire que dans les années à venir, on va d'abord injecter les métaux dans le circuit et l'idée maintenant c'est de les recycler. Et là, je reviens exactement sur ce que vous avez énuméré. En ce moment-là, disons d'ici une petite dizaine d'années, voilà, la valeur de ce qui se trouve au sous-sol africain devient de moins en moins valeureux pour beaucoup de marchés, le marché européen inclus. Alors, voilà, en ce moment, oui, en termes de... Là, je passe sur la question vraiment attirer le financement. Le momentum, elle est correcte. Et la valorisation, elle est correcte.
Alors, si aujourd'hui le continent africain ne se structure pas correctement pour attirer les capitaux qui sont aujourd'hui à la recherche de ces opportunités-là, d'ici, disons, je ne vais pas m'aventurer dire d'ici 7 à 8 ans, mais d'ici moins de 10 ans, ça va devenir moins valeureux par rapport à aujourd'hui. Cela veut dire que si vous le vendez aujourd'hui à 100 €, d'ici probablement 10 ans, ça va, voilà, le marché va vouloir l'acheter probablement entre 10 à 25 €. À vous de voir, entre 100 € aller vers 10 à 25 €, c'est quoi la valeur. Mais aujourd'hui, le secteur privé, ça veut dire les institutions, que ce soit les fonds de pension, il y a beaucoup de liquidités qui se circulent, que ce soit le monde des assurances, il y a beaucoup de liquidités qui circulent. Et aujourd'hui, ils sont prêts à s'investir sur des projets d'allant de 10-15 ans facilement. Mais c'est aujourd'hui que la valorisation est correcte pour le continent africain, pas demain. Thank you. Yes, Paramita, you have a short answer to the question. I was trying to think how I'll be brief, but maybe 2-3 scattered thoughts. Can you bring the mic closer to? Maybe 2-3 scattered thoughts. So one is that I think increasingly we are seeing a number of governments across Africa ask us more targeted, specific questions as to understanding better their comparative advantage. I think we heard a lot in the morning that what the countries need is not aid or grants. What they want is knowledge of where their comparative advantage lies, what is holding back that competitiveness. For example, why is Côte d'Ivoire exporting all its raw cashews, which, maybe at $100 million, which Vietnam is then re-exporting in a packaged finished product at over $1 billion, right? So we need to unpack some of these issues, that what is it that's preventing that raw product, whether it's a mine, whether it's a mineral resource or an agricultural product, from moving up the value chain from 100 million to a multiple, right? Yeah. And in that context, there are many things that come in where governments really need to focus on having that vision of their priority sectors, stay away from investing in those businesses, but being an enabler to try to address issues like the rules and regulations, the processes and permits. In the agricultural sector, there's not enough storage facilities, there's no connectivity to the port, there isn't enough skills to understand value-added. So, we've got a little bit of a map for different countries in Africa, which kind of products we are looking at, where there is opportunity for import substitution, there's opportunities for local manufacturing, there's opportunities to not only substitute for domestic consumption, but also for exports across. And I think this current situation of very difficult balance of payment situation, depreciating currencies, are presenting opportunities where the governments are starting to think that there is not much option than to invite the private sector as a partner to co-create, develop a list of bankable projects. There is financing that's ready to go around, but there isn't enough list of bankable projects that these investors can actually invest in, whether it's PPP or it's private sector. And I think the opportunity for us now, the call to action, is for us to identify those growth drivers, identify those opportunities, and it may vary across countries. Every country has their own unique advantage. Everyone doesn't need to go into maize or fertilizer or cashews, etc. Every country, if it's rice and tourism for Liberia, we need to unpack and understand what will it take to grow it from X to 10X. And we need to come up with those 50-point plans, of which 20 actions are by government, 20 that are soft in terms of skills, capacities, and then lots of hard infrastructure that needs investments in. So I also heard from the former minister in Cape Verde that what we need is more knowledge, access to how we can fast-track, understand these questions, and then call to action. Not just looking for aid and grant to just keep the African countries where they are. And I think the CFTA presents a framework for us to leverage these advantages. And just one last point is that, we have looked at several countries, not only in Africa, and there are a few examples in Africa. What has it taken for countries to move from low income to middle income in a generation, right? And the quality of institutions, the clarity of purpose, and that direction of leadership has been pretty much consistent in almost all. So, there are some things which are wasteful, but at the heart of it, we need to be very clear on where the growth advantages are, and then tap the private sector to be an equal partner with the government to make those happen. Okay. Thank you. Thank you.
comme j'ai la pression de la part des organisateurs pour mener les choses à la fin, de ne pas vous donner le droit démocratique de vous exprimer. Donc je vais quand même donner la parole d'une certaine façon à la salle en invitant Christophe Yvetot, s'il le veut bien, qui est le représentant de l'UNUDI plutôt ici auprès de l'Union européenne, auprès des pays ACP également, à nous dire un peu ce que fait les Nations Unies, notamment l'ONUDI, pour accompagner cette zone de libre-échange continentale, et notamment au niveau de l'industrialisation. Vous avez entendu parler des matériaux, des critiques, mais il y a également toute la question de l'industrialisation, de la création de valeur au niveau continental. Qu'est-ce que l'ONUDI fait pour accompagner nos pays? Et après, je donnerai 1 minute aux 2 autres intervenants pour pouvoir conclure. Okay. Merci beaucoup. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais je suis très heureux en tout cas de participer à cette réunion. Je voudrais féliciter aussi le présentateur qui a fait une présentation très, très claire des besoins et des politiques. Bon, je m'appelle Christophe Yvetot, je suis représentant de l'ONUDI auprès de l'Union européenne, mais je reviens de 5 années passées au Sénégal et pour la région Afrique de l'Ouest, où j'ai pu accompagner le gouvernement du Sénégal à mettre en place sa politique industrielle, de développer les compétences pour développer le secteur manufacturier, développer aussi des infrastructures, des zones économiques spéciales, des parcs industriels, des zones aussi agro-industrielles qui permettent justement d'ajouter de la valeur à toutes les matières premières agricoles ou minières qui d'habitude sont exportées à un très bas coût sans transformation. Et évidemment, le motto, l'objectif principal de notre organisation quand elle a été constituée, c'est vraiment d'aider les pays justement à acquérir tout le savoir-faire, la technologie, les financements pour utiliser leurs propres ressources pour se développer. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 2,7% du commerce international. Singapour tout seul, c'est 6%. Vous voyez quand même le scandale. Et donc, nous encourageons vraiment les pays à avoir une politique aussi volontariste, c'est-à-dire de faire, je dirais, l'inventaire de toutes leurs ressources, de tous leurs produits, de dire, voilà, on n'accepte plus d'exporter sans avoir cette transformation. C'est une opportunité aussi de faire des partenariats. Je vois par exemple que la Côte d'Ivoire, à un moment donné, a décidé de ne plus exporter ses fèves de cacao sans transformation. Et bien maintenant, il y a des usines qui se sont installées en Côte d'Ivoire. Il y a maintenant de la poudre de cacao qui est produite en Côte d'Ivoire. Et maintenant, il y a même des chocolatiers. Puisqu'une fois qu'il y a cette matière première avec une première transformation, d'autres industries, d'autres secteurs privés s'installent et la Côte d'Ivoire a commencé à avoir les premiers prix sur la fabrication, des premiers prix internationaux sur la fabrication du chocolat. Donc voilà, le potentiel est là. L'exemple un peu de l'Indonésie est vraiment exceptionnel et très spectaculaire. Mais il y a un moyen aujourd'hui, je pense même en partenariat avec l'Union européenne. Vous avez mentionné donc la nouvelle législation en matière de matières premières critiques. Bon, quand j'ai revu le document, et nous avons aussi essayé de contribuer, d'attirer l'attention sur cette question, je vois que pour la première fois dans le document, on parle d'industrialisation, on parle de soutenir aussi la transformation au niveau local, et donc d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. Bon, c'est un travail de tous les jours, je dirais c'est une lutte de tous les jours pour s'assurer que les nouveaux partenariats stratégiques qui sont signés, il y en a un qui est signé avec la Namibie, avec la Zambie, avec un certain nombre de pays, mais s'assurer que, évidemment, l'accès soit garanti, mais aussi que l'autre clause qui est de transformer localement soit aussi vraiment mise en œuvre. Donc voilà un peu, c'est notre appel aux pays africains. Vraiment, nous sommes évidemment là nous sommes à leur service, hein, nous sommes une agence des Nations Unies, mais que cette priorité à l'industrialisation, ça peut marcher. J'étais au Sénégal, j'ai couvert un certain nombre de pays. Déjà, le Sénégal a pratiquement 16 ou 18% de son PIB qui est fourni par l'industrie. Donc, voilà, les progrès sont possibles, il faut des politiques et il faut que les partenaires acceptent de ne pas garder toute la valeur chez eux, mais que la valeur soit développée en Afrique. À chaque étape de transformation, ce sont des nouvelles compétences, des nouvelles capacités. Et plus les gens ont des compétences, mieux ils sont payés. C'est comme ça qu'on fabrique de grandes classes moyennes qui assurent la stabilité aussi démocratique des pays. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Christophe. I will give you 1 minute to conclude. Thank you. Yes. We believe, as Africans, Liberia represents Africa. If we are to have sustainable development goal, Africa must begin to have one currency. As you have Euro in America, and US dollars, we should begin to trade in Africa with African currency. That's one. Two, there should be transfer of technology from Europe, Asia, and other countries to Africa as we transfer our natural resources to you. Fourth, we believe there is a need for capacity building, education, both technical and vocational. When African youth are trained, they will be prepared to have jobs. But when they are not trained, they are not educated, you have factories in Africa, you will come back to Europe or Asia and get people from here and go and work. So we believe that the best way to do that we can have a peaceful world is to support Africa, where our youth can have good skills, and we can also support ensuring that we have industry in Africa, where we have factories for what the natural resources we have. You can take 60% out, we can share, but 40% should be manufactured in Africa. That is the best way, I think, and Liberia thinks, and Africa thinks. Thank you. Thank you. Bon, alors, si je rebondis sur les propos du représentant de l'ONU, ils sont extrêmement importants. Vos exemples sont très importants parce qu'ils montrent bien que des success stories sont possibles. Et l'exemple du chocolat nous touche particulièrement en Belgique aussi. Donc, je trouve que c'est un très bel exemple. Donc, elles sont possibles. Mais je vais prendre maintenant le problème d'une autre façon. Les Africains peuvent réussir aussi des success stories. Les Africains peuvent aussi réussir à avoir un système démocratique qui fonctionne, à construire ce système selon ce qu'ils veulent et la façon dont ils veulent vivre ensemble. Les Africains ont ces possibilités en eux. Peut-être que les siècles qui viennent de s'écouler, l'histoire qui vient de s'écouler, a fait que l'Africain, l'homme, la femme africaine, n'a peut-être pas suffisamment conscience du fait que la réussite, elle est aussi possible sur le territoire africain. Il y a peut-être là un manque de confiance qui a été inoculé, tout simplement à force de racisme, à force de rejet de l'autre, etc., vis-à-vis des populations africaines. Et je reviens sur le terrain que je connais le mieux. Allez, donnez-moi 1 minute 30. Non. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Oui. En fait, et c'est par là que je vais terminer. Ce qui donne confiance, ce qui a toujours donné confiance en eux-mêmes aux Européens, c'est ce qu'on appelle leur culture, la culture en général, la culture européenne qui est présentée comme la plus grande, la meilleure du monde, etc., etc. Mais en fait, si on va sur ce terrain-là, aujourd'hui, la créativité dans les domaines artistiques, elle se trouve en Afrique. On amuse les Africains avec toute cette histoire de restitution d'œuvres d'art. La restitution des œuvres d'art sur le territoire africain, c'est important. Parce que pour avoir une culture, il faut avoir ses racines. Il n'y a pas d'arbre sans racines. Mais ça, c'est secondaire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la jeunesse africaine détient une capacité de créativité artistique et intellectuelle comme elle n'en a jamais eu auparavant. Et c'est là qu'il faut créer le besoin, l'envie du développement africain chez les Africains. Je vous remercie. Merci. Donc pour conclure, puisque vous êtes allé sur le terrain de la confiance en soi, peut-être conclure d'abord avec une citation que certains connaissent peut-être d'Igor Sikorsky, qui dit que le rapport mathématique entre les ailes et le poids du bourdon nous démontre que voler lui est impossible. Mais le bourdon l'ignore. Et c'est pour ça qu'il vole. Donc quand vous n'avez pas conscience de limite qui vous est imposée de l'extérieur, vous croyez en vos propres capacités. Et ça, cela a été démontré déjà par l'histoire. Et j'aime citer souvent quelqu'un qui est un économiste, James Meade. James Meade est un économiste qui a eu le prix Nobel d'économie en
1977 pour ses recherches sur 2 points, le commerce international et les marchés des capitaux. Et quand on l'avait interrogé à l'époque sur le jeune État africain qui venait d'accéder à l'indépendance Maurice, on lui avait demandé quelles sont ses perspectives par rapport à ce jeune État de croissance et de développement. Il avait dit « Je suis malheureusement pas très optimiste, parce que Maurice est très loin des centres commerciaux. Il y a un mélange ethnique qui est potentiellement explosif, et ce pays ne dépend que d'un produit éventuellement, le sucre. » Ce monsieur a eu le prix Nobel d'économie sur le commerce international et le marché des capitaux, qui sont les 2 domaines dans lesquels Maurice a su se développer et être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, tout dépend de l'ingéniosité des hommes. Nous avons tout entre nos mains et surtout dans nos têtes. Le monde, les possibilités sont infinies, à nous d'aller les chercher. Donc, je vous remercie et je vous encourage à aller les chercher.